Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo, ekolo monene tobos. Bienvenue à vous qui nous suivez depuis chez vous. Nous sommes mercredi 20 février 2019. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Au Congo, comme ailleurs, il ne se passe pas de jour sans nous apporter de nouvelles attestant le rôle capital de la jeunesse dans la gestion de la cité. Chers téléspectateurs, encore une fois de plus, bonsoir. Eh bien, chers téléspectateurs et chers amis de l'émission La démocratie en marche, notre thème de ce soir s'intitule « L'engagement des jeunes en politique au Congo ». Et pour cela, nous avons comme invité ou pour inviter sur ce plateau deux jeunes que certainement vous connaissez déjà, mais n'empêche que je vous les présente encore une fois de plus. Justement, à ma droite, il y a Christ Gondounou, il est juriste. Et ensuite, juste à ma gauche, il y a monsieur Delo Hervé, il est observateur politique, il est aussi économiste. Alors, voici comment le décor est planté. Alors, ces jeunes, ils vont devoir vous édifier par rapport au thème du jour. Et cette émission, elle est ouverte à tout le monde, tous ceux qui veulent justement participer à cette émission. Il n'y a pas des mystères à opérer, mais il suffit seulement de prendre contact avec la direction de ESTV. Eh bien, vous serez les bienvenus sur le plateau de l'émission La démocratie en marche. Alors, chers invités, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, Christ, je crois que tu commences à être l'habitué de l'émission. Alors, cet après-midi, quels sont tes sentiments par rapport à cette invitation? Non, mais les sentiments ne peuvent qu'être des sentiments de satisfaction toutes les fois qu'on a l'occasion de véhiculer ses opinions et que ces opinions, si modestement, elles peuvent profiter aux téléspectateurs et à toute la jeunesse congolaise, ça nous réjouit et c'est le Congo qui gagne. D'accord. Alors, Delo Hervé, c'est la première fois. Soyez le bienvenu à cette émission. Merci. Alors, merci beaucoup, je pense que merci parce que tu étais carrément ou encore carrément plongé dans tes occupations, mais tu as quand même aménagé de ton temps pour participer à cette émission. Tout ça, justement, ça prouve vraiment le patriotisme. Alors, donc, chers invités, donc notre thème de ce soir, comme je vous l'ai dit au départ, il s'agit de l'engagement des jeunes en politique au Congo. Mais le principe de cette émission, c'est qu'on ne peut pas tout de suite dérouler le tapis sans pour autant que nous essayons d'édifier l'opinion sur le concept ou les concepts. Autrement dit, le thème, nous devons le définir pour permettre justement aux téléspectateurs de comprendre exactement. Alors, nous voulons pour un début qu'est-ce qu'on peut comprendre par engagement? Parce que le thème dit l'engagement de la jeunesse en politique au Congo. Alors, il faut qu'on comprenne un peu le concept engagement et ça veut dire quoi exactement? Monsieur Delo, comme c'est la première fois, je crois que je dois te faire honneur quand même. Oui, merci beaucoup, Gitas. Déjà, ce qu'il faut comprendre dans le terme engagement, c'est que l'engagement vient du verbe engager. Je vais essayer de mettre le S apostrophe pour dire s'engager. Et lorsqu'on s'engage pour faire quelque chose, c'est un acte où la personne se prononce corps et âme sur tel ou tel fait. On peut s'engager dans la vie amoureuse, c'est-à-dire qu'on se dit, on laisse la vie qu'on avait avant, on s'engage dans la nouvelle vie amoureuse. On peut s'engager dans la vie, pour les chrétiens, on peut s'engager dans la vie religieuse. Donc on laisse aussi la vie d'avant pour passer à cette vie religieuse, donc de poursuivre le Christ ou encore le leader de la religion qu'on veut suivre. Sur le sens politique aussi, c'est ça. L'engagement des jeunes en politique, ça veut tout simplement dire que la jeunesse congolaise, pour ramener un peu le débat un peu plus bas, c'est-à-dire m'arrêter au niveau du Congo, la jeunesse congolaise, cette jeunesse qui s'engage en politique, c'est une jeunesse qui se dit on ne peut plus être loin des affaires de la cité. Parce que faire de la politique, c'est être un acteur de la cité. Et la jeunesse se dit, on ne peut plus être loin des affaires de la cité. Il faudrait que nous soyons au point en loge. Il faudrait que nos mots soient entendus. Il faudrait que notre voix soit entendue, soit portée très haut. Et voilà pourquoi les jeunes s'engagent en politique. D'où on parle d'engagement des jeunes en politique. Donc voilà un peu ce que je pouvais apporter comme explication. D'accord. Et Christ, qu'est-ce que tu en penses en tant que juriste?
Bon, mais pour répondre à cette question, on n'a pas besoin d'être juriste. Simplement, l'engagement, c'est une volonté d'agir. Engager ou s'engager, c'est la volonté personnelle que l'on a pour agir. S'engager ou engager, c'est la prise d'une décision. Lorsque dans son âme et conscience, on veut décider d'agir, on décide dans un secteur donné, comme a su bien le dire mon prédécesseur. Donc l'engagement, simplement pour être précis et concis, c'est décider d'agir, c'est prendre une décision, agir volontairement. D'accord. Alors aujourd'hui, quand les gens parlent de la jeunesse, j'ai l'impression que quand on parle de la jeunesse, c'est un peu trop vaste ou c'est un peu évasif. Alors quand on parle de la jeunesse, normalement, à quel moment on est jeune et à quel moment on est plus jeune? Christ. Bien, bon, mais d'après la loi congolaise portant orientation de la jeunesse, si ma mémoire m'est toujours fidèle, de 2009, on définit est jeune toute personne dont l'âge varie entre 0 et 35 ans. Et d'après la charte africaine, est jeune cette personne dont l'âge varie entre la fourchette de 15 à 35 ans. Et d'après la charte, je crois, des Nations Unies, si ma mémoire ne me lâche pas toujours, est jeune une personne dont l'âge varie entre 10 et 24 ans. Donc, lorsqu'on parle des jeunes, c'est ces personnes-là dont l'âge varie entre les fourchettes que j'ai précédemment citées, mais au Congo, la jeunesse, c'est de 0 à 35 ans. Après, dans d'autres sphères, parfois, on arrive à extrapoler. Nous avons des gens parfois qui ont 40 ans, 50 ans, qui se considèrent toujours jeunes, ce que je ne déplore pas parce qu'on peut être jeune en termes d'idées. Donc, je ne me limite pas seulement en termes de jeunesse sur le fait qu'on est physiquement jeune et qu'on a l'âge qui varie entre 0 et 35 ans, mais on peut extrapoler jusqu'à 40 et 45 ans. Alors, notre thème de ce soir, justement, nous parlons de la politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut définir, comment peut-on définir la politique? Bien, la politique, la définition la plus élémentaire et la plus connue, la politique est l'art de gérer les affaires de la cité ou la cité simplement. Donc, la politique, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à confondre les choses. Il y a Hume Niobe qui disait en 1952 que tout est politique, la politique touche à tout, tout touche à la politique. Le commerce, c'est la politique, même le sport, c'est la politique. Vous dire que l'on ne fait pas de la politique, c'est avouer qu'on renonce à vivre. Donc dans la politique, on y retrouve tout. Et dans tout ce que l'on fait, on retrouve de la politique. Et c'est pourquoi Frantz Fanon, je crois, disait que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Alors, moi, j'ai décidé de la remplir et je crois que les autres aussi ont décidé de la remplir. Alors, Delo. Non, je ne peux qu'être émerveillé par ce que mon frère vient de dire tout à l'heure, surtout lorsqu'il cite Frantz Fanon, ce grand écrivain dont j'ai connu il n'y a pas longtemps. Malheureusement, j'aurais peut-être voulu le connaître plus tôt. Pour revenir sur la politique, évidemment, c'est l'art de gérer les affaires de la cité. Et vu que notre thème parle de l'engagement des jeunes en politique, j'aimerais juste ici qu'on puisse éclairer le débat face à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent que faire de la politique, c'est pas parfois juste faire de la politique politicienne. La politique a plusieurs contextes. Parce que je vais, par exemple, parler des commerciaux. Pour ceux qui ont fait commerce, on parle de politique commerciale, on parle de politique industrielle. Quoi qu'il en soit, dans la vie que nous menons, il y a forcément une politique. Et même dans la rue, pour négocier, pour vendre un article, pour négocier même une course de taxi, il y a des politiques. Donc, mais au niveau national, l'engagement des jeunes dont nous parlons ici au niveau national de la politique, c'est la politique politicienne. C'est-à-dire celle de voir des jeunes qui adhèrent les partis politiques, qui créent des partis politiques, qui veulent s'asseoir à l'hémicycle, qui veulent intégrer le gouvernement. Et pourquoi pas des jeunes qui, un jour, prendront la tête de la nation, donc prendront la relève. C'est de cette jeunesse que nous voulons parler ici. Voilà, c'est cette jeunesse dont nous faisons allusion. Et
Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais un peu dire sur le terme politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez dit, Christ a défini tout à l'heure que l'engagement, c'est aussi la volonté d'agir. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise est prête à avoir cette volonté d'agir dans la gestion de la cité, donc la gestion de la chose publique dans notre pays, le Congo? La jeunesse congolaise a toujours été prête. La jeunesse congolaise a toujours été prête. Pourquoi? Parce que je vais parler en termes d'âge. Les pères de notre République, l'abbé Fébiayoulou, Christ tout à l'heure a parlé d'âge, c'est-à-dire que chez nous est considéré jeune celui qui a l'âge, dans l'âge varie entre 0 et 35. On peut être jeune mentalement jusqu'à 40 ans. Le président Denis Sassou Nguesso, par exemple, a accédé au pouvoir pour la première fois à l'âge de 37 ans. Donc il était jeune. Et ça, c'est le pouvoir étant président, mais il a commencé à occuper des postes très importants comme ministre de la Défense, donc il avait largement moins de 37 ans. Donc les jeunes ont toujours été prêts pour gérer notre cité, pour gérer le pays, parce que les premiers chefs d'État, les premiers hommes politiques de ce pays étaient jeunes. Et aujourd'hui, c'est cette classe que nous on appelle la classe des aînés, la classe des doyens, cette classe qui est sortante. Voilà pourquoi ils veulent remplacer une nouvelle classe de jeunes. Donc la jeunesse a toujours été présente dans les affaires politiques de ce pays. Et je peux encore parler de l'UGC, par exemple, qui était un mouvement de jeunes. Et nous savons tous ce que l'UGC a eu à mener lors des grands débats politiques où on parlait de la révolution. Donc les jeunes ont toujours été là et les jeunes font toujours partie de l'aspect politique. Maintenant, le débat qui nous intéresse aujourd'hui sur le fait qu'on parle des jeunes en politique de façon actuelle, c'est de savoir quelle est cette nouvelle classe de jeunes qui vient d'entrer. Aujourd'hui, les jeunes sentent comme un engouement pour entrer en politique parce que la constitution du 25 octobre 2015, cette constitution qui a fait beaucoup de bruit, a permis aux jeunes, a permis à la jeunesse d'être en face de leur destin, a permis à la jeunesse d'être en face des décideurs et de dire ce qu'elle avait à dire. Donc de porter très haut sa voix, parce que la jeunesse congolaise, pendant un moment, s'est sentie délaissée. La Constitution l'a permis. La Constitution, je crois, en son article 236, si ma mémoire est bonne, a permis un conseil consultatif de la jeunesse. Donc, les décideurs se sont rendus compte qu'on ne peut pas parler des choses de la nation sans mettre la jeunesse. Et il faut savoir que la jeunesse, partout dans le monde, la jeunesse est une force. La jeunesse apporte l'innovation, la jeunesse apporte la grandeur. C'est la jeunesse qui apporte tout ce qu'il y a de neuf, tout ce qu'il y a de bien dans un pays, dans une économie et même dans la vie politique. Voilà pourquoi est-ce que la jeunesse doit avoir une place dans la vie politique de ce pays et avancer avec les décideurs. Alors Christ, est-ce que la jeunesse, son engagement, c'est par conviction ou par suivisme, ou bien tout simplement pour la bonne forme, ou encore, comme certaines personnes disent dans ce pays, comme quoi, pour s'enrichir facilement, eh bien, il suffit de faire de la politique? Bien, mais il y a un peu tout ça, parce que dans notre société, on retrouve toutes les catégories de jeunes, ceux qui s'engagent pour les convictions, ceux qui s'engagent par cupidité. Parfois, ce n'est pas de leur faute. Parfois, il y a aussi de ceux qui s'engagent, les héritiers. Oui, c'est... C'est-à-dire que papa a été député, bon, tu penses que toi aussi tu peux être député, pourquoi pas papa a été président, toi aussi tu veux être président. Ça, on a vu ça par exemple en RDC, au Gabon, au Togo, au Sénégal tout récemment. Ouad voulait à tout prix que son fils soit candidat, mais bon, les institutions judiciaires pensent que le gars ne remplit pas les critères. Oui, bon, pour commencer par cette question, dans cette approche-là, il y a ce que moi j'appelle de la surenchère de la mauvaise foi, et il y a également ceux qui ont la bonne volonté de la compétence. Personnellement, moi je ne m'oppose pas au fait que si papa a dirigé et que l'enfant a les compétences requises pour diriger, et qu'il fait l'unanimité du point de vue de ses compétences et non de sa position biologique, donc l'appartenance sanguine à son père. Donc si l'enfant a des compétences et qu'il postule, si c'est par voie démocratique, s'il est élu, il n'y a pas de problème, je ne vois pas de mal en ça. Ce qui est mal en revanche, c'est cet acharnement que quand ces enfants-là, parce que parfois ils se disent que bon, papa était président par exemple de tel parti politique et que de droit, je suis l'héritier légal de papa. Ce qui n'est pas
à saluer, parce que parfois l'enfant n'a pas forcément les compétences, le charisme, leadership de papa. Donc sur ce point de vue-là, il y en a qui se démarquent par la compétence, ce qui n'est pas d'ailleurs mauvais. Si l'enfant remplit les critères objectifs, je crois qu'il peut agir, mais le plus mauvais, c'est ceux qui ont la boulimie du pouvoir, qui veut à tout prix concentrer le pouvoir de la famille que papa, moi, j'ai géré, que l'enfant doit à tout prix gérer. Et cette façon de penser me rappelle la pensée de Jimi Hendrix qui disait que le jour où le pouvoir de l'amour surmontera l'amour du pouvoir, le monde sera en paix. Aujourd'hui, les jeunes s'engagent en politique. Mais vous savez, la conviction politique s'articule autour de 3 points. La conviction politique s'articule premièrement autour des principes et des valeurs personnelles. Chacun de nous a une valeur, chacun de nous a ses principes, des limites qu'il ne peut pas franchir. Il y a ce point-là. Segundo, il y a également l'expérience personnelle que l'on a dans la cité ou dans la société. Cette expérience vous emmène à forger une conviction politique et c'est en fonction de cela que vous serez capable même de choisir le parti qui vous séduit le plus et le parti dans lequel vous entendez mener votre combat politique. Et tertio, il y a la conception que l'on fait de la société, de l'organisation de la société. Comment les choses se déroulent dans la cosmogonie politique du Congo. Comment est-ce que la politique, comment est-ce que sont organisés les partis politiques au Congo. Et lorsque vous avez réuni ces 3 critères, vous faites votre conviction personnelle et vous pouvez décider si tel parti a telle idéologie et que ces idéologies rencontrent mes convictions et que je peux m'engager avec eux aujourd'hui. Beaucoup dans les partis politiques ne connaissent même pas l'affaire des idéologies. Social-démocratie, socialisme, socio-libéral, ils ne maîtrisent pas ça. Les gens s'engagent en politique aujourd'hui par cupidité. C'est le maître mot du Congo aujourd'hui et notamment de la jeunesse que nous sommes. Parce que on est resté... on a échoué dans un secteur de la vie, je l'avais dit dans l'un de mes discours. On croit souvent que la politique est un milieu où on peut réussir facilement. Et pourtant, pour la plupart des cas aujourd'hui, tout récemment, on a vu, c'est pas quelque chose de nouveau, ou c'est pas carrément un secret pour personne. On a vu tout récemment comment, lors de l'élection législative, comment les jeunes se sont débarqués comme ça, qui n'ont jamais adhéré au PCT par exemple. On les voit de gauche à droite, des députés, mais qui au Parlement, ils ne disent rien du tout, ils ne sont même pas capables de tenir un débat. Donc du coup, c'est une réalité pourtant. Tout à fait, il y a même ceux au Parlement qui dorment par carence d'arguments, parce qu'ils ne savent pas par où commencer, ils préfèrent dormir parce que la parole passe. Mais il y a certains députés qui posent des vraies questions, et notamment des jeunes que j'apprécie personnellement, des jeunes qui se démarquent de la masse populace, des jeunes qui sont dans l'intelligentsia et qui marquent, qui nous représentent valablement. Mais ici, il y a une chose aussi à dire, c'est que dans les législatives précédentes, les candidats ont montré vraiment leur réel niveau. Il était tellement bas. Nous avons vu des fautes d'orthographe élémentaires sous des banderoles. Ça a été même relayé au niveau des médias, au niveau international. Des banderoles vraiment, mais c'était vraiment scandaleux. Mais, grosso modo, pour ne pas monopoliser la parole, il faut retenir simplement qu'il y a des jeunes qui s'engagent par conviction idéologique et il y en a qui s'engagent parce qu'ils veulent se faire une place au soleil. Est-ce que ceux qui s'engagent, par exemple, par conviction idéologique, d'abord, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes sont capables de nous dire, par rapport aux partis politiques qui existent dans notre société aujourd'hui, parler de l'idéologie de ces partis politiques? Vous avez parlé tout à l'heure de la social-démocratie, et si je vous posais la question, M. Dello, c'est quoi la social-démocratie? Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont en mesure de nous détailler plus ou moins ce que c'est la social-démocratie? Déjà, il faudrait qu'ils soient en mesure de le dire, ces jeunes sont dans ces partis politiques. Déjà, pour repartir sur la social-démocratie, et c'est même une très bonne question, ça me rappelle une blague que je faisais avec des amis à l'époque. J'ai comme l'impression que tous les partis sont de la social-démocratie. La social-démocratie, c'est un mouvement qu'on appelle en Europe des mouvements de gauche, c'est-à-dire que leur politique est basée sur le social.
Ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Et nos partis politiques, notamment le plus vieux qui est le PCT, qui vient de fêter, je crois, ses 40 ans. Je crois, je sais plus trop. Non, pas 40 ans, parce que les 40 ans de tout récemment, c'était les 40 ans. Du mouvement 5 février. 5 février. Écoutez, tout le temps, on les voit là. Le PCT, c'est depuis le mono. C'est plutôt, oui. Bon, je crois qu'ils sont autour de 50, mais pas plus, je crois. Ils sont autour de 50. Bref, c'est l'un des plus vieux partis existants du pays qui est encore en vie, parce qu'il y a eu des partis avant le PCT. Et le PCT est né d'une idéologie marxiste. Et l'idéologie marxiste, justement, tient du socialisme, est née du socialisme. Je me dis, est-ce que ces jeunes-là qui vont dans ces partis politiques comme le PCT et autres, ils vont parce qu'ils connaissent la vision du PCT? J'en sais rien. Parce que pour s'engager dans un parti, il y a toute une procédure. Oui, parce qu'on a l'impression que les jeunes qui vont dans ces partis ne suivent pas la procédure normale. Enfin, c'est ce que les gens disent apparemment. Non. Moi, je veux me référer à ce que disait Mao Tse-tung dans une de ses pensées, qui disait ce qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Je n'ai jamais infiltré le milieu de ces partis politiques, Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais je me dis que forcément, pour adhérer à un parti politique, il faut remplir une fiche d'adhésion. Après, il faut lire le règlement intérieur et les statuts. Pour un intellectuel. Oui, mais pour remplir une fiche d'adhésion, il faut d'abord avoir la connaissance sur la doctrine du parti. La doctrine du parti. Et si elle est bonne pour vous, bon, vous vous Bien engagez. sûr. Okay. Il y a ce fait-là. Il y a des jeunes qui entrent derrière ce canevas. La plupart, je mets encore des guillemets, la plupart sont peut-être entrés par des cooptages. Ce sont des jeunes qui ont été des syndicalistes, dans des jeunes universitaires qui ont été des syndicalistes à gauche, d'autres ont été peut-être des jeunes présidents des équipes de football dans leur quartier, donc ce qu'on appelle des meneurs de foule et autres. D'autres peut-être sortis de la diaspora qui sont des influenceurs sur les réseaux sociaux, se sont retrouvés dans tel ou tel parti et on en fait des députés ou des présidents de certains groupes. Ça, c'est un fait. On ne peut pas dire autre chose. Chris a parlé tout à l'heure de ce qu'on a vu lors des campagnes. Et ça, c'était même très humiliant. Hein? Les slogans, les banderoles qui étaient mal représentées, les logos qui partaient dans tous les sens. Moi, quelque part, je me dis, en tant que jeune, il faut qu'on comprenne aussi. Nous sommes jeunes, c'est vrai, mais nous, les jeunes, on a la fougue. Et les jeunes, ils sont fougueux. Et lorsque les jeunes sont fougueux, ils font du n'importe quoi. On doit être canalisés. Ces jeunes-là qui sont entrés dans ces partis, PCT, UPADES, RDPS, parce que ces partis ont leur mouvement de jeunesse, hein. Ces différents partis ont des mouvements de jeunesse. Ces jeunes qui sont partis là-bas, ils doivent être formés par les anciens. Donc, que font les anciens, à part le fait de les recruter, de les pousser à prendre des jeunes de Mungali, Talangai, porter des t-shirts et courir dans tous les sens? Que font ces anciens pour montrer à ces jeunes quelle est la vision du parti, quelle est la politique du parti? Donc, autrement dit, ça se pose un problème de formation dans ces partis politiques. Là, par contre, je peux oser dire que ces partis ne forment pas les jeunes. Ces partis ne forment pas les jeunes. Ils ne font pas de rentrée politique pour montrer aux jeunes comment coopter des adhérents. Parce que lorsque vous êtes jeune dans un parti, vous commencez normalement d'abord comme étant un militant. Et lorsqu'on est militant, on entre par conviction. Vous avez l'idéologie du parti, pour paraphraser mon frère, vous avez l'idéologie du parti. Vous avez lu les textes du parti d'une manière ou d'une autre, ou vous avez suivi le parti, notamment les meetings, les congrès, et tout ce qui se fait. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a certains qui lâchent des posts sur les réseaux sociaux. Bref, vous avez suivi le parti, vous êtes dit, oui, ça c'est le parti qu'il me faut. Vous entrez, vous êtes militant. Le militant, c'est celui qui n'a pas besoin de 100 francs pour aller coopter quelqu'un pour aller voter. Le militant, c'est celui qui n'a pas besoin qu'on lui donne un t-shirt ou un moyen de déplacement. Le militant, c'est celui qui dit le PCT, l'UPADES, le MCDI, c'est mon parti, je vais aller à Mungali, je vais dire à mes frères qui sont à Mungali, partons au MCDI. Et quand mes frères me diront pourquoi tu m'emmènes là-bas, je serai à même de leur dire que le MCDI présente ceci, présente cela, et voilà ce que nous, on peut gagner. Le malheur, c'est que nos frères qui sont entrés, ceux qui sont devenus des députés, des conseillers, ils se font appeler leaders. Moi, je les félicite parce que je connais certains d'entre eux. Parce que leader, il y a des caractéristiques. C'est ça les termes qu'ils emploient. Je ne rentre pas dans ces débats-là. D'accord. Chris, tu as dit quelque chose de tout à l'heure, tu as parlé de la compétence en politique. Est-ce qu'en politique, peut-on parler des compétences? Et quand il s'agit des compétences, vous parlez des compétences, vous voulez faire allusion à quoi? Non, en fait, quand je parle de compétences, il faut au moins avoir les b.a.-ba, hein, la base au moins. Si c'est vrai, après, quelqu'un pourra me dire que la France a eu à l'époque un Premier ministre qui est autodidacte, c'est vrai, mais il faut au moins avoir le minimum
ça peut vous aider à mieux analyser certaines situations de la société et à mieux prendre les décisions. Sinon, au finish, vous êtes une marionnette. Il faut quand même avoir un minimum, un peu de compétences, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est qu'en tant que jeunes, nombreux ont tendance à faire de la politique une profession. La politique n'est pas une profession. Chacun de nous a une formation de base. Nous sortons des écoles, nous sortons de ceci, nous avons fait des formations. Chacun a d'abord un profil avant d'être politique. Avant la politique, il y a une vie, il y a eu une vie. Donc, mais aujourd'hui, parfois, vous n'avez aucune formation, vous vous précipitez à se lancer en politique. Mais sous quelle base? Sinon, au finish, vous êtes une marionnette, on va marcher sur vous. Et quel serait votre poids dans cette formation politique? Parce que la jeunesse réunie fait plus mal que la bombe atomique. Mais si aujourd'hui les jeunes sont manipulés lors des élections, alors que vous êtes sans ignorer que la population congolaise est majoritairement constituée des jeunes. Donc si les jeunes peuvent s'organiser, je crois que leur voix se fera entendre. Donc à ce niveau-là, il faut quand même avoir, on ne demande pas, je ne dis pas que pour faire la politique, il faut à tout prix avoir des gros diplômes, sinon c'est des titres pompeux, parce que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Mais au moins avoir le minimum, le b.a.-ba, pour avoir une grande capacité d'analyse et de décision dans la cité, ça vous permettra aussi de faire asseoir votre ligne politique. Oui, mais vous parlez par exemple de ces jeunes qui aujourd'hui, la plupart des jeunes députés, parce qu'il s'agit des jeunes en politique aujourd'hui, on voit de gauche à droite, question peut-être de se cacher un peu derrière ces réalités, c'est-à-dire que c'est des banderoles chaque fin d'année, chaque début d'année, l'honorable X vous dit bonne année, ainsi de suite. Est-ce que ces messieurs, ces dames qui sont des conseillers, des conseillères, des députés, est-ce qu'ils ont été élus pour la politique des banderoles ou encore pour intercéder justement pour ces populations-là dans les hémicycles? Bon, sur ce point de vue-là, j'ai une approche qui va certainement vous surprendre. Vous savez, pour ceux qui notamment font des banderoles, si c'est des banderoles... Quelquefois, vous passez autour des grands carrefours, il y a des pancartes, la fondation X, et voilà, et ainsi de suite. Ils se permettent même de dire, vous souhaite bonne année aux populations. Est-ce qu'il est bien placé pour parler des populations? Il doit s'attarder sur les habitants de sa circonscription. Normalement, le garant, celui qui représente celui à qui la population lui a confié son destin. Non, parfois pas, non. Nous sommes je prends la parole. Oui, vas-y. Nous sommes des citoyens congolais. Qu'est-ce qu'il y a de mal à un Congolais de souhaiter bonne année à un Congolais de la Ligue? Voilà. Il n'y a rien de mal là-bas. Maintenant, s'il faut repartir sur les banderoles, ça, il ne faut pas mettre ça au crédit des jeunes. Les banderoles existent dans ce pays depuis que ce pays existe. Non, mais justement, puisque vous disiez tout à l'heure que les jeunes, aujourd'hui, ils sont capables d'innover. Mais oui, malheureusement, justement, cette politique des banderoles qui se justifie par la politique des slogans, les jeunes continuent dans la même logique. Non, voilà, d'où je repars sur la compétence. Monsieur Christ, tout à l'heure, a dit qu'il faut avoir un minimum de compétences. Je crois que c'est le terme qu'il a employé. Oui, c'est ça. Il a dit qu'il faut avoir un minimum de compétences pour faire de la politique. Aujourd'hui, les choses montrent que parfois c'est pas ça. Parfois, ce n'est pas de la compétence dont on a besoin. On a besoin de, permettez-moi le terme, d'une sorte de libido scientifique, comme disait un sociologue. Il faut faire les choses avec amour, mais pas un amour qui s'arrête de la tête, un amour qui sort du cœur. Pas l'amour qui sort du ventre, parce qu'il y a aussi l'amour qui sort du ventre. Bien entendu. Mais je dis, il faut faire les choses avec amour. C'est ce qui manque à nos politiques. Je parlais avec une maman ou une grand-mère de l'URFC à Pointe-Noire qui me disait que le slogan de l'URFC à l'époque était « Seule la lutte libère ». Vous comprenez cette phrase-là? « Seule la lutte libère ». Mais c'était quelle lutte? C'est-à-dire que les gens qui intégraient ces partis politiques, URFC, PCT et autres à l'époque, lorsqu'ils entraient, ils n'entraient pas parce qu'ils devaient avoir des voitures. Ils entraient parce qu'ils voulaient combattre un système. Ils voulaient combattre un système. Oui, mais la preuve
créer un modèle. Donc l'URFC à l'époque, comme d'autres organisations de masse aujourd'hui, faisait partie des organisations de masse du Parti congolais du travail. Et pour votre information, effectivement, je voulais juste ajouter un peu de l'eau au moulin par rapport à ce que tu dis, c'est qu'à l'époque du monopartisme, un membre du parti ne rentrait pas au parti pour s'acheter en 6 mois des parcelles, des voitures. Non, c'était interdit. Donc justement, il fallait penser à la nation. Donc d'où il y avait la culture du patriotisme, si tu veux. Justement, voilà. Donc, d'où je repars sur la Coptos en disant que la Coptos n'a rien à voir. Mark Zuckerberg a créé Facebook, c'est l'une des grosses boîtes qui est membre des GAFAM. On connaît ce qu'est Facebook aujourd'hui, c'est un mastodonte. Il n'était pas... bon, bref, il était à Harvard, mais il n'était pas quelqu'un de compétent dans le domaine. Félix Tshisekedi, pour le président Félix Tshisekedi de la RDC, n'est pas compétent en politique. Il est président. Emmanuel Macron a été à peine ministre. Parce que de toute façon, faire la politique, on n'a pas besoin d'une qualification. Moi, je parle de l'amour, le patriotisme, l'amour. Cet amour-là, est-ce que nous, les jeunes, nous l'avions? Je ne sais pas. Peut-être pas. Il y a des jeunes qui sont entrés parce que justement, ils sont défaillants du système. Ils sont défaillants du système éducatif. Ils sont défaillants dans le monde du travail. Ils sont défaillants dans telle ou telle chose. La politique est le moyen par excellence où facilement on peut se faire de l'argent, facilement on peut avoir une place au soleil. Ils sont entrés, mais je ne suis pas contre ces personnes-là. Je me dis, nous sommes en train d'essayer. Notre pays est jeune, on aura 60 ans l'année prochaine, c'est vrai. Notre démocratie est jeune. Notre démocratie a moins je peux dire moins de 35 ans, notre démocratie, parce qu'elle est née de la cause nationale. Et les jeunes en politique viennent à peine d'arriver. On s'est cogné, on s'est levé, on s'est cogné, on se levera, on se cognera, on se levera un jour pour marcher. Il nous faut des débats comme ça pour que nos frères jeunes qui sont partis avant nous, peut-être que nous, un jour, on ira, peut-être mon frère Chris, peut-être moi, j'en sais rien. Un jour, nous aussi, on sera comme eux ou on aura envie d'être comme eux. Mais eux qui sont partis, nous voulons juste leur souhaiter bon vent, mais qu'ils essaient de prendre ce qu'il y a à prendre de bon chez les anciens. Parce que tout ce qu'ils font n'est pas forcément. Et ils ont fait beaucoup d'erreurs là-dessus. Mais nous voulons que ces jeunes-là prennent ce qu'il y a à prendre de bon, en politiquement parlant, chez les anciens, et que nous apportons de l'innovation. Le monde a changé. Nous sommes de cette génération que moi j'appelle les 4.0. Nous, on a la technologie devant nous. On maîtrise la technologie. Nous, on a ça. Nous, on communique à l'aise devant un téléphone portable. On est à l'aise devant un ordinateur. On est à l'aise devant un micro. On est à l'aise devant une caméra. Vous comprenez? C'est ça notre force. Et déjà, avoir cette force-là en nous permet d'avancer politiquement. Maintenant, ici, les jeunes qui sont partis sont en train d'être... ou encore de calquer, de calquer le comportement des anciens. Ça, c'est déplorable. Mais ne nous collez pas tous les maux du pays parce que nous venons à peine d'arriver et nous sommes une bombe à retardement qui va exploser. Ah oui, mais puisque si quelque part, quelqu'un disait la politique, c'est un art. C'est-à-dire que ce n'est pas une qualification, ce n'est pas une profession, c'est un art. Alors, est-ce que tout le monde est appelé quand vous parlez de la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, justement, au niveau du Congo, et quand chaque manifestation, chaque événement, on voit toujours la jeunesse qui est au premier banc, ou pour ne pas dire à la première place. Et les médias, et certaines officielles se mettent même justement à utiliser la jeunesse comme quoi, sous prétexte que l'avenir appartient aux jeunes. Est-ce que les jeunes sont conscients qu'effectivement, ils sont censés demain gérer la nation? Et si la jeunesse est consciente, est-ce que la jeunesse a des moyens aujourd'hui de prendre le relais demain dans notre pays? La jeunesse a les moyens, mais pas totalement. Aujourd'hui, le plus important, comme disait, je crois, Einstein qui disait que l'imagination est plus importante que l'intelligence. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'imagination créative. Quand je parlais, pour rebondir rapidement... C'est là où on parle de l'art. Bien entendu, la politique, c'est un art. Lorsque je parlais, par exemple, de la compétence, ce n'est pas la compétence académique à tout prix. Nous avons eu des grands politiques de par le monde qui ont géré, mais sont pourtant... Rapidement, pour vous donner l'exemple de le président Ignacio, l'ancien président brésilien qui est en prison aujourd'hui, ce monsieur l'école, ça n'avait pas marché, je crois que jusqu'en 3e, les parents ne pouvaient pas supporter les études, le monsieur s'est retrouvé comme cordonnier à faire les petits boulots, et du coup il s'est retrouvé comme manœuvre dans les sociétés industrielles, et après il est devenu syndicaliste,
syndicaliste, syndicaliste, politique, et politique, il est devenu président. Une manière de dire tout simplement que pour faire de la politique, on n'a pas forcément besoin d'être détenteur des gros diplômes académiques. C'est-à-dire que ce sont des éléments, c'est vrai, qui comptent, mais ce n'est pas vraiment l'élément essentiel. Il faut plus avoir le cœur. Avant de répondre à votre question, je vais rapidement balayer de revers de la main la question d'avoir le cœur à la main lorsqu'on fait de la politique. Aujourd'hui, parfois, on décrit à tort le fait que les députés font des dons par-ci par-là, construction de marchés, des ponts, des dons. Non, mais ce n'est pas le rôle d'un député. Son rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement, c'est voter la loi. C'est bien, ça c'est ce qui est écrit. Mais avant tout, nous sommes un peuple bantou. Chez les Africains, c'est la solidarité qui prime, c'est le partage. Je l'ai dit dans mes plumes, dans mes travaux, que pour moi, c'est de la sociologie bantou. Parce qu'à la base, en tant qu'Africain, on ne peut pas avoir le cœur serré lorsqu'on a quelque chose et la possibilité d'aider l'autre qui en manque, qui est dans un manque total, qui est dans une certaine difficulté criarde. Donc pour moi, en attendant que ces députés, par exemple, contrôlent l'action du gouvernement, tel investissement qui n'a pas été réalisé, mais s'il en a les moyens, si avant de se lancer en politique, il a eu ses affaires qui lui ont rapporté un plus, qu'est-ce qui l'empêche de faire un petit don? Construction d'un pont ou la construction, lancer des formations qualifiantes à cette jeunesse, ce n'est pas interdit. Mais est-ce que tu penses que quand tu parles de Bantou, est-ce qu'un Bantou, quand il fait le don, est-ce qu'il est censé médiatiser ce don? Et voyez-vous pas qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce geste? Non, bon, je veux encore prendre une position. Parce que tous ces députés qui font des dons, effectivement, c'est médiatisé. Est-ce que si on veut vraiment extérioriser l'amour qu'on a vis-à-vis de ses semblables, est-ce qu'on est obligé que quand la main droite donne et que la main gauche soit au courant? Il n'est pas à ignorer que certains qui le font, c'est par l'envie de paraître. Pas certains, tous les députés le font. Oui, en fait, tous les députés. Oui, je vais apporter une nuance. Il y a une frange des députés qui le font par envie de paraître, mais il y a une autre frange qui le font, par exemple, si c'est par le biais des fondations. Mais attendez, les fondations à des comptes. Il y a un rapport financier qu'il doit rendre. Parce que lorsqu'une fondation décaisse de l'argent, par exemple, pour réaliser une œuvre caritative, après, il doit rendre compte. Il y a un rapport. Ce ne sont pas des fonds qui sortent de sa poche. Donc, s'il médiatise et qu'il filme, ce sont ces éléments, ces archives-là qui seront annexés au rapport pour justifier que nous avons mené telle opération. Voilà les images, voilà le coût dans son rapport financier. Donc, si c'est une fondation, ce n'est que normal en termes d'archives. Parce que lorsqu'il va rechercher les financements, par exemple, au niveau des institutions internationales, parfois on demande « qu'est-ce que vous avez déjà fait ?» Mais c'est en fonction de ces images-là que ces institutions, ces ONG qui veulent accompagner ces fondations-là, qui demandent ces images. Ce qui est bizarre, c'est que ces fondations se créent que lorsque le jeune devient député, mais sinon, avant ça, la fondation n'existait pas. C'est vrai, c'est un élément... Est-ce que là, ce n'est pas un agenda caché en politique? Bon, non, oui et non. Oui et non. Surtout, non, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, dans la vie, il faut un déclic en tout. Vous pouvez être un jeune, vous êtes rempli d'idées, vous voulez aider votre prochain, vous voulez faire quelque chose de votre société, mais vous n'en avez pas les moyens. Et demain, par un effet dénominateur, vous vous retrouvez membre d'un parti politique, vous vous retrouvez député, vous dites, voilà, là j'ai le déclic. Parce que, étant député, j'ai les contacts qu'il faut. Je voulais aider mon prochain. Il me faut une structure légale pour aider mon prochain. Je crée ma fondation. J'ai mon secteur sur cette fondation. Si c'est pour le social, pour aider les malades ou autres. Et voilà comment je vis. Donc, d'autres le font juste pour le déclic. Je le dis parce que j'ai, par expérience. Hein. Maintenant, il y a aussi, pour repartir sur le oui, il y a les gens justement qui le font pour paraître. Mais ça, c'est mauvais. La culture bantou, nous les bantous, ou encore les Africains, même pas les bantous, les Africains, ont une seule façon de vivre. Alors, vous voulez me faire croire, parce que quand je comprends les choses, vous voulez me faire croire que les Africains ont leur manière à eux de faire la politique. Non, c'est pas oui, une parce manière, que vous dites que nous, pas une parce manière que à faire la justement, politique. ici, le contexte actuel, c'est que les jeunes en politique, l'engagement des jeunes, est-ce que les jeunes Africains ont leur manière à eux de faire la politique? Non, ce n'est pas une manière à faire la politique, mais le débat serait plutôt de se dire, est-ce que cela est interdit, que dans notre façon de faire, notre façon du copier-coller qu'on a pris du colon
qu'on puisse ajouter les réalités de nos mœurs. D'accord, mais je vais vous donner un exemple simple, rapidement, parce que le débat commence à devenir beaucoup plus salé. Vous savez que dans ce pays, il y a un homme politique qui n'a jamais fait des dons. Depuis qu'il a commencé sa politique, il n'a jamais fait des dons. C'est le président de la République actuelle. Il n'a jamais fait des dons. Si quelqu'un va me prouver que le président Sassou Nguesso, il a fait des dons à tel ou tel endroit, ben, il n'a qu'à me porter des pièces justificatives. Mais le président, en tant qu'individu, n'a jamais fait des dons en tant que politique. Ben, un président qui fait des dons, c'est pas sérieux. On attend un président de mettre en place un gouvernement qui va construire des écoles, construire des hôpitaux. Mais c'est pas aussi normal, par exemple, à un député qui est élu, qui est censé, n'est pas passer son temps à faire des dons que plutôt intercéder pour les populations à l'Assemblée. Il n'y a aucune législation qui interdit cela. Nous sommes humains, nous sommes africains. Monsieur Gildas, je laisse la parole à notre oui, Christ, vas-y. Vous savez, ce qui n'est pas interdit est permis. Mais ce qui est permis peut être interdit. Ce qui est permis peut être interdit, oui, mais ce qui est interdit n'est pas permis. Du moment où il n'existe aucun texte dans notre arsenal juridique, il n'existe aucune loi qui interdit aux députés d'aider les personnes défavorisées. Donc, s'ils ont plus de moyens, je pense que ça serait même une arrogance financière d'avoir des moyens de ne pas venir au secours pour ceux qui sont démunis. Si on a un peu de moyens, pourquoi pas aider les autres? Si vous habitez dans une circonscription où, par exemple, le transfo a pété, et que ce député en a les moyens. Parce que si vous attendez par exemple que l'État réagisse, moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'aujourd'hui l'État est manchot. Lorsque vous tendez la main, l'État est manchot, il n'a pas la possibilité de vous aider. Nous sommes dans une... Et pourtant nous payons les impôts. C'est vrai, mais ça c'est un autre... De manière directe et indirecte. C'est un autre débat. L'État a le devoir sans condition justement de faire face aux difficultés des populations. Normalement. Oui. Donc par exemple pour certains quartiers, lorsque le transfo a pété, et qu'on informe les agents de la SNE et qui tardent à agir 1 semaine, 2 semaines, tout un quartier dans l'obscurité. Mais si un député en a les possibilités, ses moyens, par charité, par bonté, d'humanisme, qu'il décide de vous venir en aide, mais vous n'allez pas quand même vouloir d'une chose et son contraire. Est-ce que quand ce dernier décide de vous venir en aide, et quel est le message qu'il vous donne après tout cela? Non, peu importe le message qui vient après. Du moment où... C'est pas de l'aide, parce que justement, Adam Smith disait dans son livre, sur la théorie de la richesse des nations, que le boulanger ne te donne pas le pain par charité. Ah, donc ça veut dire qu'on peut parler de la charité. Non, ne parlons pas de la charité dans ces conditions-là. C'est honorable. C'est un arbre qui cache la forêt. Si Dieu existe, c'est parce qu'il y a des humains qui prient. Si les humains ne prient pas, Dieu ne peut pas exister. Tout est intérêt dans ce monde. Si le député est là, c'est parce qu'il y a des gens qui lui votent. Mais le député vous a réparé le transfo, je repars sur le cas de mon frère. Le député vous répare le transfo. S'il vous dit après, dans 2 ans sans les élections, votez-moi, pourquoi il n'a pas le droit de le dire? La Messie n'a pas un discours cohérent en fonction de ce que les gens veulent. Mais justement, c'est ça la démocratie. Moi, je vous dis, votez pour moi. Si vous trouvez que mon discours n'est pas cohérent, vous êtes sanctionné par les urnes. C'est tout. C'est ça le jeu démocratique. Mais rien ne lui empêche de dire, dans 2 ans, repartez encore pour me voter. Voilà. Rien ne lui empêche de raconter du mensonge ou de la vérité à ses mandants. C'est à nous, les mandants, de dire que ça, c'est la vérité, ça, c'est le mensonge. Ou lui, sa tête, on n'aime pas. Depuis un moment, sa tête ne nous plaît pas, on ne vote pas. Mais lui, il a le droit de le faire. Ce que les députés font, chez nous, on dit quoi? On dit lorsque la main droite donne, je crois, la main gauche ne peut pas avoir et tout. Voilà. Il y a un dicton comme ça. S'il y a les députés, ou encore, enfin, les députés ou les hommes politiques qui le font par matu vu, qui le font, comme le terme qui est en vogue à Brazzaville, pour plaire au chef, voilà, qui le font pour plaire au chef, ça, c'est leur problème. Moi qui suis population, je suis privé d'électricité parce que mon transfo a un problème. Mon député vient, il arrange. Si après il part raconter partout qu'il a fait ça parce que c'est lui l'homme le plus aimé de la terre, c'est son problème. Moi, ce qui compte pour moi, j'ai l'électricité et je suis la télé. Le jour où j'aurai envie de le voter, je le voterai. Si je n'ai pas envie, je ne le vote pas. Et puis le vote se passe dans l'isoloir. Vous êtes seul devant l'urne. Donc vous avez la possibilité soit de le sanctionner, soit... nos frères. Ce sont nos frères, ces députés. Ce ne sont pas des martiens. Ce sont nos frères congolais. Pour certains, ils ont eu des passés difficiles. Pour certains, ils ont connu la misère. Pour certains, ils sont dans les milieux défavorisés. Gloire à Dieu, quand vous avez cité le décès du président Lula, ils sont retrouvés ils sont devenus des députés ou des ministres. Mais pourquoi ils n'auront pas ce cœur-là de donner le cahier à un enfant qui doit aller à l'école?
puisqu'ils savent qu'eux-mêmes, étant jeunes, ils ont eu du mal à avoir le cahier. Mais ils ont le moyen aujourd'hui d'acheter un cahier à quelqu'un. Non. Plaçons le débat ailleurs. Plaçons le débat sur le fait que lorsqu'ils sont votés, ils n'arrivent pas à l'Assemblée, ils n'agissent pas comme il le faut. Le terrain sur lequel le peuple leur attend réellement, ils sont absents. Là, c'est bon. Mais le volet social, il nous le faut. L'Africain vit sur le social. Et l'Afrique vit et respire aujourd'hui sur le social. C'est parce qu'il y a eu le social en Afrique que l'homme noir a survécu à l'esclavage. S'il n'y avait pas le social, on aurait disparu. S'il n'y avait pas le social, il y aurait eu l'ultralibéralisme en Afrique. Et l'ultralibéralisme, c'est ce que nous voyons aux États-Unis. Première puissance mondiale, mais il y a des gens qui dorment dans les égouts. Alors, mais concrètement, les jeunes aujourd'hui s'engagent en politique. Est-ce que c'est parce qu'ils constatent que les anciens n'ont pas bien fait ou les anciens ne font pas bien et ils sont en mesure de porter quelque chose de nouveau sur le terrain? Non, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que dans une nation, tout le monde ne peut pas être scientifique, médecin, juriste et tout ce qui va avec. Tout le monde aussi ne peut pas être politique. Donc, ce n'est que normal et c'est de leur droit des jeunes qui s'engagent en politique parce que la classe politique, elle est vieillissante. Mais les dirigeants de demain, lorsqu'ils ne seront plus aptes physiquement à mener les destinées du Congo, lesquels vont les remplacer si on reproche à certains jeunes de s'engager en politique? Donc, ce n'est que normal, puisqu'il faut renouveler la classe politique. Il faut passer le témoin à ces jeunes. Il faut les former, les préparer à accepter, à mener ce flambeau politique-là de notre pays et à hisser haut le drapeau tricolore. Donc, ce n'est que normal pour ces jeunes qui s'engagent en politique. Mais le plus important, c'est que ces jeunes doivent être formés au sein de leur formation politique. Parce qu'aujourd'hui, un parti politique, ça devrait être quoi? Nous avons, par exemple, des secrétaires chargés aux questions du genre, des secrétaires chargés à l'éducation, à la santé. En fait, c'est comme un mini-gouvernement parallèle. Vous faites des réflexions allant dans ce sens-là. Par exemple, le secrétaire à la santé réfléchit sur ça et vous faites même des propositions. Mais c'est vrai que dans la réalité, ce sont des choses qui ne se passent pas, mais l'engagement de la jeunesse en politique est un fait d'une notoriété publique qui n'est pas né de la dernière pluie. Et donc, on ne devrait pas scandaliser et reprocher aux jeunes là qui s'engagent en politique parce que c'est la relève de demain. Oui. Alors, vous parlez, je constate que vous insistez sur la formation. Aujourd'hui, quelles peuvent être les conséquences du manque de formation des jeunes dans des partis politiques? Et pourtant, aujourd'hui, on voit que dans les partis politiques, il y a plus de jeunes que les anciens, parce que les anciens vont vers la retraite et tout. C'est plus les jeunes qui paraissent progressivement. Mais ces jeunes qui ne sont pas formés pour le Congo d'aujourd'hui et de demain, quelles peuvent être les conséquences? Bon, la conséquence immédiate, c'est l'abrutisme, le fanatisme et la manipulation. Parce que lorsque vous n'êtes pas formé, vous êtes manipulé. Lorsqu'on vous tend un petit billet de 10 000, bon, allez dire ceci à la télé pour insulter ou pour faire cela, ceci ou cela, vous êtes manipulé. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire, lorsque vous avez assez de dette morale envers une personne, vous êtes ramené captive à l'obéissance de cette personne. Vous ne faites plus ce que vous avez appris, mais vous faites ce qu'on l'on vous dicte. Parce qu'il y a trop de dette morale. Ce qui n'est pas mauvais avoir une dette morale lorsque une personne vous a aidé, parce qu'on ne se fait pas seul dans une société. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes sans formation, parce que dans certains partis politiques, on déforme les jeunes au lieu de les former. La conséquence directe, c'est le fanatisme total qui vous mène vraiment vers de l'abrutisme vraiment sans précédent et en voie de disparition. Oui, monsieur Dello. C'est dangereux. Vraiment, en ces termes, des jeunes non formés, c'est dangereux. Nous avons dit tout à l'heure que la jeunesse est une bombe à retardement. Mais que veut dire une bombe? Une bombe est là parfois pour au profit de la personne qui a créé la bombe, tout comme cette même bombe peut détruire le créateur de la bombe. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, en fait, c'est que la jeunesse congolaise qui est inscrite en politique a le droit et le devoir d'être formée, mérite d'être formée. En toute chose, il faut former. Nous sommes un pays jeune, avec une population jeune, avec une jeunesse qui est très dynamique. Nous avons vu cela, le fait que les jeunes n'étaient pas formés, le fait que les jeunes ne savaient pas où est-ce qu'ils mettaient les pieds en politique. Nous avons vu ce qui s'est passé lors des périodes post-référendaires. En 2015, le pays a failli s'embraser. Mais on parlait de qui? On parlait des jeunes. On parlait des jeunes qui suivaient des idéologies de X ou de Y
où là on dit va brûler, là on dit va mettre l'eau. Et voilà comment les jeunes sont retrouvés dans tous les sens et on a fait du n'importe quoi. On a oublié que l'intérêt national doit être au-dessus de nos convictions, de nos partis, de nos ethnies. Puisque au Congo, il y a aussi des partis ethnies. Il faut former les jeunes. Les jeunes qui sont entrés en politique, est-ce que c'est peut-être dû au fait que les partis politiques qui ont pris ces jeunes n'ont pas eu assez de temps? Parce qu'il y a eu le référendum 2016 et présidentiel, 2017 législatif, ils n'ont pas eu assez de temps pour les former. Maintenant, si je peux lancer un appel, il faudrait que ces partis politiques qui ont des jeunes au sein de leur mouvement puissent prendre ces jeunes, les former à la politique. S'il faut recruter des consultants qui doivent venir des pays étrangers, ne les formez pas juste à porter des t-shirts, mais formez-les à connaître c'est quoi la politique, c'est quoi la nation, c'est quoi la République. Quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, quels sont leurs avantages lorsqu'ils sont membres. Et le patriotisme. C'est très important. Et si nous faisons ça, aussi, si en 2021, on a encore des erreurs, je suis sûr qu'en 2026, je crois que c'est 2026, il y aura une classe de jeunes, une classe conséquente et compétente. Mais tout doit passer par la formation. La formation au sein des partis politiques, la bonne formation dans les universités, donc au niveau des 3 ministères qui forment l'éducation nationale, il doit avoir une vraie formation sur l'éducation civique, sur tout. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque aux Congolais, la bonne formation. Voilà pourquoi nous avons des bébés noirs, nous avons tout ce que nous connaissons comme mot de la société. Nous avons des usurpateurs, nous avons des escrocs sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas eu la bonne formation dans ce pays. Voilà. Christ, rapidement, on va finir. Dans 30 secondes, rapidement, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Alors, votre dernier mot à l'endroit justement de cette jeunesse qui s'engage en politique ou qui s'est déjà engagée et celle qui envisage de s'engager à l'avenir dans la politique dans notre pays. Le dernier mot serait juste un appel. L'appel à plus de responsabilité, à l'éveil de la conscience. Nous devons juste comprendre que l'avenir nous appartient et que nous sommes la relève de demain. Et que si nous sommes la relève de demain, nous devons savoir bien exercer notre droit de vote. Parce que le droit de vote ne se marchande pas. À travers le droit de vote, vous avez la possibilité d'exprimer votre voix et de sanctionner si vous n'avez pas été satisfait d'un mandat. Et pour conclure, je dirais simplement que notre pays a besoin de l'unité nationale. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Nous pouvons s'accorder même sur le désaccord, comme disait un Congolais. Et simplement, je voudrais juste vous remercier pour cet espace de débat et de contradiction parce que c'est à travers le débat que j'ai eu la lumière. Je souhaite vraiment l'unité nationale entre les peuples du Congo. Alors, chers téléspectateurs, je crois que vous avez été satisfaits justement de ce débat, mais ce n'est qu'une partie remise. Nous sommes pratiquement arrivés donc à la fin de cette émission. Je vais dire merci beaucoup à mes invités, Christ Gandounou et Adelo Hervé. Merci aussi à l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette émission. Merci aux amis de l'émission La Démocratie en Marche, je pense à Rodin Mwandibi du côté de Paris et aussi à Yvan César Banakissa du côté du Kaolack au Sénégal. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme avec ESTV. À bientôt. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo.